onto the red spot. Breathe, center and speak. Out from the dark into the light. C'est délicat. Il faut que je vous avoue quelque chose. Vous êtes nombreux, on ne se connaît pas encore. Je suis tombée amoureuse. Ça vous est déjà arrivé, à vous, le vrai coup de foudre? Oui? Eh bien, moi, ça m'est arrivé à bord d'un bateau à direction de Kerguelen, un archipel situé à 3500 km au sud de l'île de la Réunion, en direction de l'Antarctique. C'était il y a 20 ans, et j'avais embarqué à bord du Marion Dufresne, un navire océanographique qui assure encore aujourd'hui la liaison avec les îles subantarctiques françaises. Je pars pour une mission d'1 an comme biologiste pour le Muséum national d'histoire naturelle. Kerguelen, c'est très sauvage et totalement inhabité en dehors de ses missions annuelles. Son climat a très mauvaise réputation. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est justifié. Mais l'archipel abrite une faune extraordinaire, des manchots, des otaries, des éléphants de mer. C'est un endroit magique. Alors, je suis à bord du Marion Dufresne et petit à petit, j'apprends à faire connaissance avec les personnes qui vont hiverner avec moi. Plus nous allons vers le sud, plus l'air fraîchit et plus l'océan devient agité. Ouais. Et comme ces eaux froides sont poissonneuses, les oiseaux sont nombreux autour de nous. Un matin, j'arrive sur le pont et là, j'ai une véritable apparition. Il est là, devant moi, sublime. Il se déplace avec grâce et légèreté, une silhouette élégante, des yeux irrésistibles. Je suis pétrifiée. C'est le coup de foudre. Le voici. Bon, vous nous attendiez peut-être pas vraiment à ça, mais avouez qu'il est beau, non? Voilà. Ce magnifique oiseau est un albatros fuligineux à dos clair. Et moi, je ne connais rien de plus beau au monde que cet oiseau en vol. Je pourrais l'observer pendant des heures. Pour sa séduction, il mise aussi beaucoup sur son chant. Je crois qu'on n'est pas la cible. À partir de cet instant, je ne le sais pas encore, mais ma vie a changé de trajectoire. À cause de cette rencontre, ou grâce à elle, je vais reprendre mes études pour faire un doctorat sur les oiseaux marins et m'y consacrer jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, voilà, je suis tombée amoureuse d'un oiseau marin. Et vous ne savez pas le pire, c'est qu'après lui, il y en a eu d'autres. Beaucoup d'autres. Manchot royal, albatros hurleur, et sur mon terrain de doctorat en Norvège, alors là, la tentation était partout. Fou de bassan, macareux moine, guillemois miroir, mouetterie dactyle, j'en passe. Le point commun de tous ces oiseaux, ce sont des oiseaux marins. Certains, vous les connaissez très bien. Les goélands, les mouettes, oui. Vous les voyez ici en bord de mer, mais aussi dans les grandes villes qu'ils ont colonisées en s'adaptant à des milieux non marins. Mais si je vous dis fulmar boréal, guillemot de Troil, ou encore pétrel bleu, damier du Cap, frégate superbe. Là, je crois que nous rentrons dans un monde mystérieux. Alors laissez-moi faire les présentations. Les oiseaux marins sont parfois proches de nous, mais la plupart du temps, ils sont invisibles à nos yeux, car ils passent 90% de leur vie en mer et ne viennent à terre que pour se reproduire à la belle saison. Mais là encore,
Leurs sites de nidification sont isolés dans des îles ou des falaises bien cachées au regard des hommes qui les ont longtemps chassés. Pendant la période de reproduction, les oiseaux font des allers-retours entre leur nid et les zones d'alimentation en mer. Ils doivent revenir rapidement pour relayer leurs partenaires qui couvent l'œuf ou nourrir leurs poussins. À chaque envol, il leur faut trouver des proies, et celles-ci sont très mobiles. C'est un peu comme si le magasin où vous faites habituellement vos courses changeait d'emplacement, de jour et d'horaire d'ouverture en permanence, sans panneau d'indication. Pratique. Oui, mais les oiseaux marins ont des stratégies pour parer à ces difficultés. Ils peuvent mémoriser des zones où ils ont pêché précédemment, ou peuvent observer les congénères qui rentrent de pêche, ou ceux qu'ils voient s'alimenter en mer. Alors, les oiseaux nichent en colonies. Ces colonies rassemblent généralement de quelques dizaines à quelques milliers d'individus, mais elles peuvent atteindre plusieurs millions chez le manchot royal ou le mergule nain, un petit oiseau de l'Arctique. Les mergules seraient d'ailleurs l'espèce d'oiseau marin la plus abondante, avec une population estimée à 80 millions d'individus. Les oiseaux sont fidèles à leur colonie tout au long de leur vie, même s'ils la quittent après le premier envol pour passer l'adolescence en mer. Devenus matures, ils reviennent sur leur lieu de naissance pour trouver un partenaire et commencer une vie d'adulte reproducteur, sérieuse et accaparante. Eh oui. Ils sont fidèles à leur partenaire la plupart du temps. Mais cette fidélité n'est pas du tout un signe de leur vertu, non. Elle leur permet surtout de maximiser leurs chances d'élever les jeunes jusqu'à l'envol. Une fois la saison des amours terminée, les oiseaux marins retrouvent leur liberté et quittent la Terre. Ils migrent vers des destinations plus ou moins lointaines où ils vont passer la mauvaise saison en mer. Légers et endurants, ils planent à la crête des vagues et sillonnent les océans. Ils sont en effet des champions de l'adaptation au milieu marin et à ses contraintes. Un milieu froid et humide, des tempêtes, une forte salinité et des proies mobiles. Tout un programme. Au fil de leur évolution, les oiseaux marins ont donc développé des adaptations anatomiques, physiologiques et comportementales à cette vie marine qui est à la fois aérienne et aquatique. Certaines espèces sont de véritables voiliers. Ils peuvent se déplacer vers des migrations de plusieurs milliers de kilomètres, voire des dizaines de milliers de kilomètres. Ils ont de longues ailes et un squelette très léger grâce à des os crus. Les pétrels et les albatros se nourrissent de proies qu'ils trouvent en surface. Et il leur faut prospecter longtemps et faire de longues distances pour les trouver. Mais ils le font sans effort, en se laissant porter par les vents et sans battre des ailes. Championne toute catégorie, la sterne arctique est un oiseau fin et très élancé, 100 grammes pour 80 cm d'envergure. Elle niche en Arctique et migre en Antarctique pour troquer l'étrée australe à l'hiver boréal. Elle parcourt ainsi 70 000 km chaque année. Légère et menue et très résistante, la sterne. À titre de comparaison, nous, Français, faisons en moyenne 12 000 km en voiture. D'autres espèces se sont spécialisées sur la plongée. Ce sont des super plongeurs. Le guillemot de Brunick a des ailes plus courtes qu'il utilise comme des nageoires pour aller chercher des poissons à 140 mètres de profondeur. Imaginez-vous plonger en apnée l'équivalent de 5 allers-retours, 5 fois la longueur de cette salle. Il peut néanmoins très bien voler et il réalise des migrations de plusieurs milliers de kilomètres. On retrouve dans cette catégorie évidemment tous les manchots. Eux se sont tellement adaptés à la plongée qu'ils ne savent pas voler. Mais ce sont des véritables fusées dans l'eau qui battent tous les records. Le manchot empereur, le plus grand de tous, est celui qui niche au cœur de l'hiver antarctique. Plonge jusqu'à 560 mètres de profondeur
et peut rester plus de 27 minutes sans respirer. Je vous laisse digérer l'information. Or, à cette profondeur, il n'y a plus de lumière. Et les oiseaux marins ne disposent pas de sonar comme les dauphins pour localiser leur proie. Alors comment font-ils ? Eh bien, ils chassent à vue, oui, mais avec des yeux super adaptés. La pupille du manchot royal peut s'agrandir et se rétracter jusqu'à 300 fois, et il possède sur sa rétine des pigments qui lui permettent de voir dans le bleu, le vert et l'ultraviolet, la longueur d'onde qui pénètre au plus profond des océans. Comme tous les autres oiseaux marins, le manchot royal niche à terre. Pendant la période d'incubation, le couple se relaie. L'un couve l'œuf sur ses pattes et l'autre part s'alimenter en mer pour quelques jours à quelques semaines. Généralement, c'est le mâle qui assure la dernière phase de couvaison avant l'éclosion du poussin. Une équipe de chercheurs de Strasbourg a montré que le papa manchot peut conserver de la nourriture dans son estomac plus de 3 semaines sans la digérer, ni qu'elle soit dégradée par des bactéries, pour pouvoir la régurgiter et donner son premier repas au poussin éclos si la mère n'est pas revenue. Il réalise cet exploit grâce à une protéine, la sphénicine. Elle tire son nom de la famille des manchots, les sphénicidés. Alors je pourrais continuer longtemps comme ça et vous citer des dizaines d'exemples pour vous illustrer les exploits extraordinaires dont sont capables les oiseaux marins. Certains ont un odorat si puissant qu'ils peuvent localiser des zones d'alimentation à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Ils ont une glande spécialisée pour excréter le sel de leur corps et éviter la déshydratation. Et tous les oiseaux marins ont un plumage étanche qui empêche l'eau d'entrer en contact avec leur corps, emprisonne de l'air pour les garder au chaud et au sec. Comme une cape d'invincibilité, en somme. Je ne suis pas objective, mais si vous voulez mon avis, comparé aux oiseaux marins, Superman, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Si on avait tous un équivalent de leur super pouvoir, mais on serait tous des Superman, Superwoman ou une super personne. Eh oui. Alors moi je vous le dis, au placard les Marvel et vive les oiseaux marins. Oui, mais vous saviez qu'il y avait un mais dans cette histoire. Malheureusement, ces magnifiques créatures sont très menacées par nos activités à terre comme en mer. Après avoir été longtemps chassés, les oiseaux marins ont été protégés ainsi que leurs colonies. Et cela a permis d'éviter parfois de justesse leur disparition et la recolonisation de certaines régions. Malgré ces efforts, la liste des menaces est longue. 1/3 des espèces d'oiseaux marins figurent actuellement sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et 17 d'entre elles sont même en danger critique d'extinction. Au cours des derniers siècles, les hommes ont conquis tous les océans. Nous avons colonisé toutes les îles et y avons introduit, volontairement ou non, de nouveaux prédateurs. C'est un facteur majeur de la disparition des oiseaux marins. Les chats, les rats, les souris se nourrissent des poussins, des œufs, voire des adultes. Le puffin des Baléares, qui est une espèce endémique de l'archipel du même nom en Espagne, est aujourd'hui très menacé. Il ne resterait qu'entre 20 et 40 000 individus de cette espèce. Et il paye un très lourd tribut à la prédation de petits carnivores comme les chats et les rats qui pénètrent dans ces terriers. Une autre menace impacte très fortement les oiseaux à l'échelle de la planète. C'est la surpêche ou une exploitation beaucoup trop massive des ressources marines. Les pêcheries marines prélèvent chaque année 80 millions de poissons de tonnes et de crustacés. Elles créent une compétition énorme pour l'accès à la nourriture. Et face aux navires de pêche industriels, les oiseaux marins ne font pas le poids. Depuis les années 80, la population de guillemots de troll en mer de Barents, au nord de la Norvège, a chuté de 80% en raison d'une pêche trop
trop intensive des capelans. Par ailleurs, chaque année, des dizaines de milliers d'oiseaux sont capturés et tués accidentellement dans des engins de pêche. Cela est particulièrement sévère pour les puffins, les albatros, même si des adaptations dans les pratiques ont montré de bons résultats. Les aménagements de grande ampleur sont également responsables de la disparition des écosystèmes côtiers, empêchant les poissons de frayer et réduisant encore les espèces nourricières. On estime que 30 à 50% des zones côtières végétalisées que sont les marais salés, les mangroves et les herbiers marins ont été détruits au cours des 50 dernières années. Ces espaces sont sacrifiés au profit de l'expansion des villes, des aménagements portuaires et de la conversion en zones agricoles. La pollution d'origine terrestre achève d'asphyxier ces écosystèmes pourtant essentiels aux espèces marines. N'oublions pas les plastiques et les microplastiques qui tuent soit par consommation, soit par enchevêtrement. Les métaux lourds, les hydrocarbures et tous les composés chimiques sont transportés sur des milliers de kilomètres par les vents et les courants marins. Ils impactent tous les oiseaux du monde, même au globe, même au pôle. Comme si cette longue liste de menaces n'était pas suffisante, les changements climatiques s'ajoutent à ce funeste millefeuille. Le réchauffement des océans, leur acidification, les vagues de chaleur marine perturbent très fortement les écosystèmes marins. Les poissons migrent vers les eaux plus froides et s'éloignent des colonies. Les oiseaux, certains s'adaptent et sont capables de pêcher plus loin en mer ou changent de colonie. D'autres échouent et ne peuvent plus se nourrir ni nourrir leurs poussins. Il est urgent de sortir des énergies fossiles et de développer des énergies renouvelables pour limiter ces changements climatiques. Oui, mais voilà. Dans l'éventail des solutions, il y a des éoliennes en mer. Et ajouter de nouvelles infrastructures induit de nouveaux risques. Pour les oiseaux qui s'approchent des parcs, le risque de collision avec les pales. Et pour ceux qui s'en tiennent éloignés, le risque de perdre des zones d'alimentation ou de repos dont ils ont besoin. Dans le cadre de mon travail de biologiste à Coabis et à l'Université de La Rochelle, moi j'étudie ces impacts potentiels de l'éolien. J'essaie d'en comprendre les mécanismes pour les réduire. Par exemple, nous produisons des cartes pour identifier les zones de prédilection des oiseaux marins et trouver des secteurs de moindre risque pour l'implantation des parcs. Ces cartes sont des outils d'aide à la décision pour les acteurs publics. Acteurs publics dont nous faisons tous partie en tant que citoyens quand nous sommes invités à débattre dans les débats publics sur l'éolien en France. Les efforts de la recherche ont vraiment permis d'améliorer les connaissances sur ces oiseaux qu'on ne voit jamais, où ils vont, ce qu'ils mangent, comment fonctionnent les écosystèmes marins et comment ils réagissent aux perturbations environnementales. Il reste certes beaucoup d'inconnus, mais cela ne doit absolument pas nous empêcher d'agir avec les données dont nous disposons. Alors nous, les super-humains, qu'allons-nous faire ? Eh bien, devinez quoi ? Je vais vous inviter à prendre part à l'action. Vous a-t-on dit, hein ? Eh oui, je veux vous convaincre que les gestes de votre vie quotidienne peuvent réellement contribuer à sauver les espèces marines. Et il faut faire feu de tout bois, progresser à son rythme, à son échelle et intégrer l'environnement dans nos gestes du quotidien. On peut réduire les plastiques en arrêtant l'eau en bouteille, en préférant les produits en vrac ou en pensant à prendre une boîte pour son repas à emporter. Profiter des balades dans la nature pour collecter des déchets et remplir les bacs à marée qui sont le long de nos côtes. Quand on peut, favoriser les produits issus de l'agriculture biologique ou des pêches durables. Changer nos habitudes, c'est toujours un peu coûteux. Mais ça peut être progressif. Alors c'est vrai, ça demande un effort intellectuel et logistique, et nous sommes nombreux à y penser sans vraiment penser à l'action, par manque de temps et d'énergie. Alors, mesdames et messieurs, l'amour est une excellente raison de changer. L'amour de la nature, l'amour de ces oiseaux merveilleux,
mais l'amour de vos enfants ou de vos petits-enfants, qui vous pourront peut-être les observer si nous parvenons à les préserver. La tâche vous semble peut-être difficile. Alors faisons une petite comparaison avec la crise du climat. Les efforts que nous faisons aujourd'hui nous empêcheront peut-être d'avoir une terre inhabitable dans 20, 50 ou 100 ans, mais nous ne pourrons pas voir d'inversion de la tendance. Eh bien, pour le vivant, c'est très différent. La nature est résiliente. Il suffit de lever un peu les pressions humaines pour observer des effets positifs quasi immédiats. Si nous prenons les bonnes mesures, dans 1 an, 5 ans ou 10 ans, nous pourrons bénéficier d'écosystèmes en meilleure santé. Les océans recouvrent 70% de notre planète. Ils régulent notre climat et nous nourrissent. C'est vous dire si nous dépendons d'eux. Ce soir, j'ai voulu partager avec vous mon trésor et vous révéler ce qui était peut-être invisible à vos yeux jusqu'ici. Ce soir, j'ai voulu vous faire découvrir ces oiseaux merveilleux, auteurs d'exploits dont nous ne serons jamais capables. Et maintenant que vous les connaissez, vous pouvez les aimer. Et ça donne du sens au changement que nous devons opérer pour les protéger. Alors moi, j'ai besoin de vous tous pour protéger mon trésor. Ce trésor qui, je l'espère, est désormais aussi le vôtre.